proposant des services tels que l'ouverture de compte en ligne, le paiement mobile ou encore la gestion des mouvements sur son compte bancaire. Elles sont même plus de 80% en Afrique à proposer une application bancaire. Pourtant, seulement 36% des clients de ces mêmes banques ont déjà utilisé cette application. On le voit, il y a une certaine disparité, parfois une attente différente entre la vision de la banque et la demande du client. Ce n'est pas si facile. Les banques traditionnelles doivent maintenir leur système existant tout en développant des services digitaux. En même temps, elles doivent adresser des populations de clients différentes, des digital natifs, des early adopters ou bien des populations beaucoup plus âgées. Une situation bien plus complexe qu'il n'y paraît. Enfin, l'arrivée de nouveaux players, par exemple Square, qui a annoncé l'année dernière et qui a reçu son agrément cette année pour les États-Unis, qui va passer d'un pure player paiement à une banque, va forcer également les banques à accélérer leur transformation digitale en s'associant, pourquoi pas, avec des fintech pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. Car il ne faut pas se tromper, ce sont toujours les clients qui génèrent du revenu pour les banques. Alors, comment devenir la banque préférée de ces clients? Je vous propose d'en parler aujourd'hui en accueillant nos intervenants. Donc, je vous demande d'accueillir Monsieur Kounti Mejra, qui est Head of Customer Experience à la Banque centrale populaire du Maroc. Monsieur Arnaud Pascal Tougma, qui est Chief Digital Officer, Bank of Africa au Burkina Faso. Monsieur Blaise Mbouba, qui est Country Head Digital Banking, United Bank for Africa, en République démocratique du Congo. Monsieur Eli Risk, qui est Chief Information Officer, Société Générale de Banque au Liban. Et enfin, Monsieur M.N. Daoud, qui est Head of Africa chez Backbase et qui est basé aux Émirats Arabes Unis. Alors, une première question peut-être pour planter le décor que je vais vous poser, Eli. On a compris que les banques ont été impactées par plusieurs gros changements dans l'industrie. Le premier, c'est une transformation digitale, et puis elle s'est pris depuis un an maintenant un contexte Covid-19 impactant. Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous expliquiez les grands changements qui ont bouleversé les banques, et puis en interne, et puis aussi les nouvelles demandes qu'elles ont eues par leurs clients. Oui, bonjour à tous. En fait, merci pour la question. Au début, j'aimerais juste attirer votre attention que toutes les banques, et bien avant Covid, il y a 4-5 ans, avaient en fait cette obsession de la digitalisation. La digitalisation avec un investissement qui est trop important en fait, qui devait accompagner cette transformation digitale des banques. Et il y avait aussi cette concurrence avec les fintechs. Qu'est-ce qu'elles voulaient faire, les banques? En fait, au début, quand on parlait au board, en fait, aux gens décideurs de la banque, ils disaient, moi, je veux une digitalisation, je veux ma banque digitale. Qu'est-ce que ça veut dire, une banque digitale? La complexité des transformations digitales, elle était là. Elle était sur plusieurs axes, des axes en interne, ce sont les complexités qu'on a eues en interne. Moi, je parle de mon expérience personnelle. C'était au début, en fait, de changer l'esprit des business owners internes, des décideurs internes, pour que cet esprit-là, en fait, devienne un esprit digital thinking, digital minding, parce que sans ça, on ne fait rien. Ça, c'était le premier, c'est le côté humain, en fait, qui n'était pas facile, en fait, il ne fallait surtout pas l'ignorer. Ça ne suffit pas d'acheter la meilleure solution digitale ou la meilleure plateforme ou la même technologie si vraiment nous n'allons pas avoir des gens qui ont un esprit digital, qui réfléchissent en fait et qui créent des produits digitaux. Parce que là aussi, c'est plus les produits traditionnels. Nos clients ne souhaitent plus recevoir des mails, tous le même mail, en disant, tiens, j'ai un nouveau produit, j'ai envie de vous vendre ce produit. Par exemple, une carte avec une devise chinoise, ça ne m'intéresse, mais pas du tout. Je n'ai jamais mis les pieds en Chine, je n'irai jamais en Chine. Du coup, il fallait réfléchir aussi à comment automatiser les données, comment récupérer des données de nos clients, les analyser et à partir desquelles créer les produits digitaux qui vont avec le besoin de nos clients pour amener une valeur ajoutée. Ce n'est pas juste en fait une plateforme technique avec une belle application. Il fallait une belle application et comme vous avez dit, il y a encore 36% des clients en Afrique qui utilisent la digitalisation ou même les applications mobiles. Il faut se poser des questions, qu'est-ce qu'on offre à nos clients? Qu'est-ce qu'on offre comme produit à nos clients pour les attirer?
C'était le challenge. Le deuxième, en fait, on en a parlé, la solution, on a choisi une bonne solution digitale. Et après, c'était la transformation de nos process internes. Ça ne suffit pas d'avoir une application digitale avec un front, avec des couleurs qui sont très beaux, mais il fallait vraiment que nos process derrière soient prêts à être en real time, d'avoir des réponses en real time, parce que le plus désagréable à nos clients, c'est qu'il ouvre son application et qu'il regarde son compte et on lui dit, bah, tiens, ton compte, il est à jour depuis 2 jours. Eh ben, ça, c'était interdit. Et le challenge, il était réussi. Nous avons réussi à avoir des systèmes en temps réel, des nouveaux produits. On a changé l'esprit, mais c'était un projet de 3 ans, quoi. Nous avons changé l'esprit de nos décideurs, l'esprit des équipes produits, de réfléchir digital, de proposer digital et d'avoir une roadmap digitale. La deuxième partie, en fait, de votre question, c'est qu'est-ce qu'ils ont demandé les clients? Les clients, en fait, demandent souvent une efficacité et des choses simples et pas compliquées. Le digital, il faut pas passer 3 ans à étudier notre application pour pouvoir l'utiliser. Donc, il faut un user experience qui soit la plus simple et la plus efficace. Et ça aussi, c'était un pari. Un pari pour réussir, c'est pas que j'ai un bon produit, mais pour accéder à ce produit, il faut 3 heures en fait de manipulation, parce qu'on avait on a 2 groupes ou 2 pôles d'utilisateurs, les personnes ou la génération X, Y, Z qui sont familiers avec ce mobile et avec la technologie, et on avait aussi un challenge qui était nos VIP clients. Ils ont des comptes importants, ce sont des clients importants pour la banque, mais des fois, ils n'aiment pas ou ils ont peur en fait de cette application. Et le plus gros aussi, c'était comment sécuriser, parce que quand on parle de digitalisation, on parle aussi sécurité IT, parce que quand je donne accès à énormément de choses en temps réel, à des transferts, à des manipulations, et même à la Société Générale au Liban, en Jordanie et à Chypre, nous avons réussi aussi à mettre à jour, on en parlera peut-être plus tard, mais d'un module de géolocalisation. Et ça a aidé énormément. On en parlera par la suite si vous souhaitez, pour ne pas prendre beaucoup de temps à répondre à votre question. Mais le challenge de nos clients… Vous avez le temps, Elie, vous avez le temps. D'accord. Et du coup, en fait, nos clients voulaient être informés en temps réel et ils voulaient une simplicité, une facilité à accéder à leur compte et avoir un service efficace. Eh ben, nous avons réfléchi en fait à quoi proposer, et bien entendu, c'était des produits par besoin et par client et par groupe de clients. Par contre, cette géolocalisation nous a aidé énormément d'identifier ou de géolocaliser nos clients et leur envoyer parfois des notifications pour des services bancaires et financiers, et parfois des services non bancaires, comme n'importe quel partenariat avec des clients à nous, des clients corporate. Et comme ça, on a réussi en fait à attirer le client corporate et le client retail, et on a joué un jeu en fait qui était le jeu d'association en fait, un besoin à une offre, à un produit. On a joué le rôle d'une bourse, mais une bourse au niveau manque de détails. Et ça, c'était hyper efficace en fait, en attirant des nouveaux clients corporate et de nouveaux clients retail. Bien entendu, à chaque service, à chaque disponibilité d'un service, à chaque demande, en fait, notre client n'avait plus le besoin de se déplacer, d'attendre, de faire la queue et de perdre du temps, en fait, pour avoir un service. Nos services sont devenus accessibles via le mobile ou Internet. Bien entendu, notre stratégie, c'est mobile first, en fait. On pousse les gens vers le mobile. Et derrière, en fait, c'était une réadaptation de nos agences, parce que côté agence aussi, il fallait en parler, de passer un temps avec une valeur ajoutée avec ce client, parce que quand un client aura la possibilité de se déplacer ou l'envie de se déplacer, ce n'est pas pour parler d'un transfert compte à compte ou en fait, de la demande d'une nouvelle carte ou d'un service lambda qui existe aujourd'hui sur les canaux digitaux, mais vraiment de parler d'un grand projet, d'un projet qui lui tient à cœur. Et nos agents, en fait, en agence, ils sont devenus des experts et des conseillers à une valeur ajoutée, et pas juste, en fait, à des exécuteurs ou opérationnels
à la place des clients. Voilà en gros, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a réalisé et comment on a pu répondre à ce besoin. On a eu un booming au niveau digitalisation, chose qu'on ne prévoyait pas, c'est-à-dire on s'est trompé sur l'appétit du marché. L'appétit du marché, on s'est dit ça prendra 2-3 ans pour que les gens commencent à s'adapter. Et en fait, en une seule année, ils ont tous adopté nos solutions et la digitalisation. Bien entendu, il y a certaines personnes, ils ont demandé un accompagnement. Et quand je parle digitalisation, c'est la digitalisation de tous les channels. Ce n'est pas que le mobile. On était obligé de l'accompagner avec un contact center, avec nos ATM aussi. Il fallait les adapter. Et tout ça, en fait, pour devenir une omnicanal de solutions pour que nos clients aient un service bien au niveau et bien à la hauteur. Pour clôturer, en fait, c'est le Covid aussi, il a poussé les gens, il a accéléré cette digitalisation, il a forcé la digitalisation dans des endroits que, OK, les banques sont en lockdown, on ne peut pas se déplacer, nous sommes chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ceux qui restaient en fait sans digitalisation, ils ont levé la main, ils ont dit, tenez, nous aussi on s'intéresse, comment on fait? Et grâce à cette digitalisation, on a pu onboarder des clients en ligne, on a pu créer des cartes, des comptes, on a pu habiller nos clients à distance en fait, par des produits qui peuvent les intéresser et les aider dans leur quotidien qui était plus ou moins difficile en fait dans cette période de confinement et de crise sanitaire. Alors, merci bien, Elie, pour cette introduction. Donc, on a bien compris, ma question elle est en deux parties. Je vais rester sur la première, sur l'impact des banques. Vous avez mentionné tout un écosystème sur le fait d'avoir une roadmap digitale, sur le fait d'impliquer des équipes sur des projets à long terme. Et on le sait, ça a créé des nouveaux postes en interne où, au lieu de simplement calquer du digital sur des services existants, il a fallu parfois réinventer des systèmes complets, d'où le rôle de Chief Digital Officer. Donc, je vais vous donner la parole, Monsieur Arnaud, tout de suite. Moi, j'aimerais savoir en interne quel est votre rôle en tant que Chief Digital Officer et quelles sont les particularités de votre métier par rapport d'un côté à la demande de votre banque et de l'autre côté par rapport à la demande de vos clients? Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci pour la question. Effectivement, aujourd'hui, en fait, à l'instar en fait, d'autres secteurs d'activité, on entend parler en fait de plus en plus de nouveaux rôles, de nouveaux postes. Aujourd'hui, notamment, je vais échanger donc autour de la question de poste de CDO, qui veut dire Chief Digital Officer. Alors, pour ceux qui nous écoutent, en fait, il y a peut-être 10 ans, c'est des expressions, donc c'est des types d'occupations professionnelles, en fait, qui n'existaient pas. Voilà, pour ne pas revenir aussi sur ce que mon prédécesseur disait tantôt, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont obligés, en fait, de se réinventer. Donc, et les banques ne font pas exception. Donc, nous sommes dans un contexte qui oblige en fait les différentes structures donc, de ce monde d'aujourd'hui à pouvoir évoluer parce qu'il se trouve qu'il y a une sorte de révolution. Donc, cette révolution technologique en fait impose en fait de nouveaux changements organisationnels au sein des différentes sociétés. Donc, je pense que c'est pour pouvoir en fait mettre en exergue, pour pouvoir conduire en fait cette conduite de changement que les entreprises ont compris qu'il fallait en fait responsabiliser, qu'il fallait en fait mettre en place une personne qui sera chargée de conduire en fait ce changement, cette transformation digitale au sein des structures. Donc, le poste de chef digital officer, c'est pas, on va dire, il existe aussi bien dans d'autres secteurs déjà, je tiens à faire cette précision, que dans le secteur bancaire. Donc, vis-à-vis de la banque, comme je disais tantôt, il faudrait en fait cette ressource qui sera là pour pouvoir en fait réfléchir sur tous ces changements donc liés à la transformation digitale que la banque va opérer. Donc notamment la banque, c'est un secteur d'activité qui existe depuis des décennies. Elle a fonctionné donc de manière traditionnelle pendant plusieurs années. Donc il n'y avait peut-être pas besoin. On avait en fait des fonctions support comme le IT, comme la fonction de monétique,
qui assuraient déjà en fait certains services de banque à distance. Mais aujourd'hui, avec les changements qu'on a autour donc des clients et tout, il y a la nécessité de pouvoir avoir une entité qui va se pencher uniquement sur la question. Donc, c'est de la banque, mais en exploitant simplement les nouveaux outils, donc la nouvelle technologie, afin de se rapprocher donc davantage donc du client. Donc, pour revenir en fait sur mon rôle en fait au sein de la société, je suis en fait chargé de cette stratégie donc sur l'aspect digital en fait au sein de la banque, notamment réfléchir sur comment aujourd'hui toucher en fait nos clients qui deviennent de plus en plus exigeants, qui ont un besoin d'instantanéité en fait de l'information, en fait des services bancaires. Voilà, aujourd'hui on n'attend plus. Qui d'ailleurs, il a même la paresse depuis l'ouverture de compte de se déplacer par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour le toucher aujourd'hui? Donc c'est cette stratégie en fait orientée digitale, la conduite, la mise en place en fait de cette stratégie-là au sein de la structure. Bien sûr, à notre niveau, on a, comme vous le savez, en fait, la BOA, par exemple, est un groupe aujourd'hui. Donc, il y a une stratégie donc, qui est mise en place en fait depuis le groupe, un axe stratégique majeur en fait d'ailleurs pour le digital. Et je suis entre autres chargé donc de conduire cette stratégie au sein de ma filiale. Voilà. Alors, vis-à-vis client, aujourd'hui, le poste, en fait, déjà pour revenir peut-être sur les qualifications, c'est un poste, en fait, qui demande, en fait, des compétences déjà. Donc, la passion, ça, je le dis déjà, je le dis tout le temps. La passion, en fait, l'amour, en fait, pour la nouvelle technologie aujourd'hui, l'amour pour le digital. En plus de cela, ça demande, en fait, d'avoir donc des compétences en marketing, en commercial, plus en IT. Je dis un plus parce qu'une anecdote entre parenthèses, lorsqu'on arrivait avec l'entourage et tout, au départ, beaucoup n'arrivaient pas à faire la différence entre ce poste-là et les postes en fait du IT, donc l'informatique. Donc, j'ai plusieurs fois entendu la question, mais en fait, tu viens d'arriver, mais pourquoi tu ne travailles pas? Tu n'es pas dans le département informatique. Est-ce que ton poste là, il faut être informaticien pour l'être et tout ça? Et la réponse à cette question, pour une réponse, on va dire directe, c'est non. C'est non parce que le digital aujourd'hui et l'informatique, en fait, font deux. Ces deux-là vont travailler étroitement ensemble, mais pour un poste de CDO, on n'a pas besoin d'être un expert, en fait, en informatique. Voilà. Comprendre, en fait, certaines choses, c'est un atout. Ça permet notamment de conduire des projets, en fait, digitaux. Ça permet donc d'être de suivre de plus près, donc c'est un développement, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut confondre, en fait. Donc, pour la petite parenthèse. Arnaud, ma question, même si elle était sur le poste de CDO, je pense qu'elle n'était pas super claire. Ce n'était pas de définir les fonctions du CDO, mais c'était comment vous mettiez en place, vous, une stratégie à l'intérieur de la banque pour répondre à vos clients, une stratégie digitale. Exact. Alors, oui, je suis en train de parler beaucoup, en fait, pour revenir. Donc, comme je disais tantôt, en fait, on a déjà une stratégie groupe. Donc, la stratégie groupe aujourd'hui met le digital, en fait, en axe majeur. Ça veut dire notre préoccupation, c'est d'amener, en fait, l'ensemble de nos clients à accéder, en fait, à ces services bancaires depuis, en fait, leur lieu, donc leur environnement. Donc, en passant par plusieurs outils. Donc, je suis donc chargé de voir au sein donc de mon pays, de voir un peu le comportement en fait de ces, enfin je vais dire en fait néo-utilisateurs, parce qu'on est en train de faire un passage aussi vers d'autres types de clients aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'ils voudraient utiliser l'ensemble de nos produits bancaires? Donc, donc, ça passe naturellement par des études de marché pour mieux en fait comprendre en fait leur problématique aujourd'hui. Ensuite, la mise en place en fait de ces produits digitaux. Donc concrètement, des produits digitaux tels que l'application mobile, en fait, Internet banking, je pense pas, bank to wallet, etc. pour permettre en fait à toute cette clientèle qui aujourd'hui, pour plusieurs raisons, n'a pas forcément la possibilité donc, de se déplacer vers notre réseau bancaire. Donc, au sein de la banque également, il y a le fait que l'orientation, si vous voulez, l'approche en fait d'aller vers le digital aujourd'hui, il y a aussi en fait l'intérêt en fait de réduction des coûts d'exploitation.
Donc, la rentabilité aussi a fait que le déploiement en fait, de toute cette stratégie a été accéléré. Donc, je veille naturellement au suivi en fait des indicateurs donc, sur l'utilisation donc, des produits digitaux. Je cherche aussi à comprendre, j'essaie aussi de comprendre en fait pourquoi certains n'utilisent pas. Parce qu'aujourd'hui, on reviendra certainement plus loin sur les freins, sur les contraintes aussi que nous avons pour aller de l'avant sur le digital. Mais mon rôle, c'est aussi donc de m'assurer et surtout de capturer en fait ici le feedback de ces clients qui sont encore résistants sur l'utilisation en fait des produits digitaux. Merci Arnaud. On va continuer Je vous en prie, Jean-Noël. On va continuer notre discussion. Alors, Kunti, rebonjour. Vous représentez une banque qui est présente au Maroc. Alors, un petit peu la même question, mais en avançant un petit peu plus sur l'aspect client. Quel a été l'impact pour votre banque et puis quelle demande particulière client vous avez eu récemment et puis peut-être aussi dans un contexte Covid-19. Alors, merci beaucoup, Jean-Noël. Alors, je vais me permettre de revenir un peu sur le contexte. Donc, durant le contexte Covid, toutes les banques ont eu un rôle très important à jouer pendant le confinement, pendant que tout était en lockdown. Il y a eu, on va dire, sur deux aspects. Un aspect qui était destiné surtout à la distribution des aides aux populations qui avaient perdu leur emploi, celles du secteur informel. Donc, il y a eu tout un dispositif national mis en place et les banques, via les technologies digitales, via les guichets automatiques bancaires, ont permis la distribution de ces différentes aides sur plus de 7000 guichets automatiques bancaires qui sont disponibles au Maroc, donc voilà, sur tout le territoire. Et puis, un autre rôle qui est celui d'avoir aidé l'écosystème, et donc l'écosystème des entreprises, des TPE, des PME, à se relancer dans un contexte Covid qui était assez difficile, donc par des solutions de financement qui ont permis à ces entreprises de revivre, de pouvoir financer leurs activités et d'être relancées. Et donc, pour parler plus particulièrement de comment la banque a agi pour servir ses clients, pour répondre au mieux ses clients, je vais peut-être illustrer par un exemple d'un parcours que nous avons lancé durant le confinement. C'est le parcours d'entrée en relation 100% en ligne. Donc, nous sommes une banque africaine présente sur tout le groupe. Vous avez dit une banque marocaine aussi. Nous sommes aussi une banque marocaine. Et durant le confinement, nous avons lancé un parcours destiné à notre population de clients MDM. Donc, nous sommes une banque qui a la particularité d'avoir plus d'1 million de ses clients qui sont des Marocains du monde qui ne résident pas au Maroc. Donc, dans un contexte où l'impossibilité de voyager, l'impossibilité de se rendre au Maroc, mais tout en ayant besoin de bénéficier des services financiers, d'ouvrir son compte, de transférer de l'argent à sa famille au Maroc, parce que c'est un contexte où les gens ont eu besoin d'argent, donc avec des services notamment comme la mise à disposition. Donc, cette population-là, on a pu répondre à son besoin, être assez réactif. Et donc là, je rebondis sur le côté organisationnel, c'est en étant agile, en travaillant avec les nouvelles méthodes, qu'on a pu délivrer des parcours de manière assez rapide. Parce que si on se base sur un système en cycle en V, on doit rédiger des spécifications fonctionnelles. Le projet va prendre 6 mois, 1 an, voire plus. Et là, on est plus sur de la délivrerie de valeur de manière assez rapide. Et donc, on a pu lancer ce parcours-là qui est bien sûr conforme à la réglementation marocaine. Et donc là aussi, c'est un des aspects, l'importance de l'adaptabilité de ce régulateur qui a été réactif durant le contexte, qui a permis cette ouverture de compte en ligne, en respectant bien sûr les règles, en permettant un KYC via visioconférence et une signature électronique. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on commence de plus en plus à voir au Maroc et en Afrique. Et donc, toujours pour répondre aux besoins et peut-être pour reprendre aussi ce qu'a dit Arnaud, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être déconnecté du besoin du client. Il faut être à l'écoute. Il faut être là via du design thinking, via des nouvelles méthodes, d'identifier le besoin. On ne peut plus se permettre dans des certitudes où nous savons déjà ce que le client veut. Nous devons aller vers ce client-là pour comprendre ses besoins, nous adapter
Aussi, pour rebondir sur ce que ça dit Elie, sur de la personnalisation de l'offre, en générant des emails à tout le monde, ce n'est pas adapté. Par contre, en générant un email à un client qui se rend en Chine pour lui commercialiser une carte adaptée à son besoin, là, on est sur de la personnalisation. Le client se sent touché, il va forcément adopter cette solution ou dire qu'on est sur de l'analyse. On pourra en parler par la suite. Ça passe par de l'analyse de la data, par aussi des nouvelles technologies que nous mettons en place. Et puis, aujourd'hui, la question se pose, est-ce que la banque doit être digitale ou est-ce qu'elle doit rester physique? Ou on peut utiliser le terme aujourd'hui qui est de plus en plus en vogue, c'est le digital. Une banque peut être digitale tout en servant ses clients lors de moments de vie importants. Notamment, on pense au crédit immobilier où le client a besoin d'un compagnon qui va le conseiller sur son bien à acquérir, sur le mode de son financement, sur s'il a fait le bon choix, il a besoin d'être rassuré. C'est généralement le projet d'une vie. Donc, il a besoin d'avoir ce compagnon-là en agence. Donc, il jouera toujours son rôle. On aura toujours besoin des agences. Et on a aussi l'occasion de mettre en place, on va dire, un compagnon financier sur une application qui va accompagner ce client-là, non seulement sur ses différentes transactions, mais venir lui apporter de la valeur sur la gestion de ses dépenses et sur la manière comment il gère ses finances. Alors, merci Kunti. Donc, moi, je vois qu'on commence à aborder les pistes pour répondre à la thématique. Comment être la banque préférée? Je pense que vous l'avez mentionné, c'est être ultra réactif, voire anticiper les besoins. Vous l'avez dit, dans un contexte Covid-19 que personne n'avait prévu, vous avez été capable, vous, de mettre en place des services digitaux rapides. Vous avez parlé de cycle en V, de méthodes probablement agiles, ou l'utilisation de fintech et de plateformes qui peuvent vous soutenir dans cet effort en permettant d'accélérer le lancement de produits. Et puis, on voit aussi l'évolution de la banque, vous l'avez mentionné, avec un côté conseiller, qui continue à être conseiller, vous l'avez dit pour le crédit immobilier, et d'un autre côté, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de Square, une partie virement, paiement, gestion de compte, on va dire entre guillemets classique, qui lui est plus, peut être digitalisé, où le besoin de conseil est beaucoup moins fort que pour du crédit. Alors merci Kunti. Avant de vous donner la parole, Emen, je voudrais vous parler, Blaise, si vous le voulez bien, pareil que vous nous disiez comment ça se passe en République démocratique du Congo, si vous avez eu un petit peu les mêmes demandes clients à faire face, j'imagine, au même contexte Covid-19. Et puis, j'ai aussi une question pour vous, Blaise, donc c'est pas facile parce que vous êtes le quatrième. Il y a une question de Guy Gustave, en fait, qui est sur notre chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en live. J'essaierai de les prendre au maximum. Alors, peut-être vous l'avez déjà lu, Blaise, elle n'est pas facile, mais c'est un contexte africain, c'est aussi une réalité. Il mentionne que c'est très bien de faire du e-banking. On peut imaginer la même chose avec du mobile. Mais la réalité, c'est qu'il y a des problèmes de courant quand on va accéder à Internet, ou bien des couvertures réseau qui sont faibles en milieu rural. Alors, je suis désolé, la question, elle est pour vous, elle n'est peut-être pas forcément super facile, Blaise. Alors, question en deux temps, je reviens. Première question, ce que vous avez mis en place et ce que vous sentez comme demande client. Et deuxièmement, si vous pouviez répondre à Guy Gustave. Merci beaucoup, Jean-Noël. En fait, le contexte est différent dans chaque pays en Afrique. OK, Guy Gustave a soulevé les problèmes d'infrastructure, les problèmes d'électricité qui peuvent survenir à chaque coin de la ville, dans les milieux ruraux. Et ce que nous faisons, en fait, la banque, c'est que nous avons identifié les besoins de ces clients. On a identifié les besoins des clients. On a identifié leurs difficultés. Sachant qu'ils ont certaines difficultés, la banque se rapproche auprès de ses clients. Comment est-ce que la banque se rapproche auprès de ses clients? Sachant qu'aujourd'hui, le taux de pénétration du téléphone portable est élevé. OK? C'est à plus de 50% dans le pays. Ce que nous faisons, nous les banques, c'est qu'on se rapproche auprès des opérateurs télécoms pour des synergies. OK? Des synergies avec les opérateurs télécoms, avec des produits intégrant la monnaie électronique et les comptes bancaires. Donc, aujourd'hui,
on a conçu des services wallet to bank, bank to wallet, où mes clients qui n'auront toujours pas besoin de se déplacer pour venir à la banque, ils peuvent recevoir leur argent par leur téléphone. Son compte étant intégré avec son numéro mobile, il peut faire un top-up de son numéro de compte jusqu'à son wallet, son téléphone mobile, et peut faire un cash-out n'importe où il y a un point cash d'un opérateur de monnaie électronique. C'est dans ce contexte que nous avons quand même réussi à atteindre certaines populations qui sont aussi exclues du système bancaire, juste pour aussi augmenter le taux d'inclusion financière. C'est ce que nous cherchons dans nos pays. Augmenter le taux d'inclusion financière, c'est faire des synergies avec les opérateurs télécoms. Nous savons que c'est les opérateurs télécoms qui ont plus de clients que les banques. Donc, nous allons vers les opérateurs télécoms concevoir des synergies, des produits, intégration, bank to wallet, wallet to bank. Et avec ça, on peut atteindre certaines personnes. Et des produits qui sont aussi très faciles à utiliser, du USSD avec les opérateurs télécoms, et ça marche très bien. Alors, merci Blaise. Alors, je suis désolé, j'ai une deuxième question qui a lien à la République démocratique du Congo, et Amen, je ne vous oublie pas. Quelle pourrait être une technique pour la réduction de files d'attente dans les banques? Oui, la technique, si je devrais juste revenir, donc c'est juste que les produits digitaux soient disponibles. Les produits digitaux soient disponibles. Certaines files d'attente au niveau de la banque, c'est des clients qui viennent pour des réclamations, pour des interrogations, OK, sur des services. Aujourd'hui, UBA a mis en place un chatbot, OK, parce que UBA a beaucoup investi dans le digital, dans la transformation digitale avec le chatbot sur Facebook Messenger, sur WhatsApp. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un nombre très élevé des populations qui sont connectées sur les réseaux sociaux. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on s'est rallié aux réseaux sociaux en concevant des produits dans les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter votre compte par WhatsApp, vous pouvez consulter votre compte par Facebook Messenger, et avec ces applications, on réduit le nombre de files d'attente. Pour les retraits en banque, il y a des distributeurs de billets. Nous sommes connectés au suite national de la Banque centrale. Donc, nos clients peuvent aller retirer même dans les distributeurs des autres banques. OK? Et aussi, pour les dépôts, par votre téléphone, vous pourrez faire un dépôt sur votre compte bancaire. Donc, aujourd'hui, la banque s'est vraiment transformée par le digital. OK, donc on le voit, merci, avec les réseaux sociaux. Il y a aussi une autre technique qu'utilisent les banques, c'est des prises de rendez-vous via des plateformes digitales, ce qui permet de ne pas faire la queue. C'est aussi une autre solution. Merci, oui, tout à fait. Blaise, d'avoir répondu à des questions pas toujours faciles. Emen, je suis enfin à vous. Je ne vous avais pas oublié. On a parlé de vous sans parler de vous directement. On a entendu qu'il fallait que les banques avaient travaillé depuis de nombreuses années sur des solutions digitales, que c'était une stratégie de fond, qu'elle engageait de l'humain, qu'elle engageait toutes les équipes. On a vu aussi avec Kunti qu'il fallait des solutions extrêmement agiles, extrêmement rapides et extrêmement faciles à utiliser. Vous représentez une société, Backbase, qui travaille sur des plateformes. Alors, ma première question, elle est comment avez-vous vu l'évolution, vous, des demandes des banques? Et est-ce que vous avez vu de votre côté des demandes clients qui ont donc impacté la façon dont vous adressez ces banques? Merci Jean-Noël. Tout à fait, en fait, je rejoins mes collègues panélistes par rapport aux différents principaux défis qu'on a vus durant les dernières années. Principalement avec cette crise sanitaire, on a remarqué un changement considérable dans notre vie et ça a impacté le client aussi. Donc, le client ne veut plus aller en agence, donc il attend à ce qu'il peut accéder à ses services et produits bancaires via les canaux digitaux. Et c'est là où aussi pour la banque, c'est très important parce que la banque devra acquérir, engager et assister ses clients, que ce soit des nouveaux clients ou bien des clients existants, d'une manière digitale pour pouvoir compenser principalement la réduction de ses revenus via les agences. Et de l'autre côté, les clients exigent toujours une meilleure expérience.
une expérience qui est rapide et sans friction. Donc, ce qui a impacté énormément les banques. Donc, si la banque n'offre pas une expérience qui est intuitive durant tout le parcours ou le cycle de vie du client, depuis l'entrée en relation, le day-to-day banking, jusqu'aux ventes incitatives et ventes croisées, le upsell et le cross-sell, il aura vraiment un taux d'abandon qui est très élevé. Donc, les banques, ils ont pris conscience de ces aspects-là et ils ont entamé ou bien initié leur transformation digitale, les initiatives de transformation digitale, afin, de pouvoir améliorer le taux de conversion. Donc, le client n'attend pas, tel que Elie l'a dit tout à l'heure, ou Kunti, de passer des heures pour pouvoir ouvrir un compte, demander pas mal de documents, être physiquement présent pour pouvoir ouvrir un compte ou pour pouvoir demander un nouveau produit bancaire, ce qui a amené vraiment à accélérer cette initiative de transformation digitale. Il y a un autre défi qui est très important que vous avez cité tout à l'heure, Jean-Noël, c'est l'émergence de la nouvelle concurrence. D'accord ? Donc, on parle de l'émergence de cette concurrence sous la forme de néobanques et même les géants technologiques donc, qui sont en train d'établir leur écosystème bancaire. Donc, on parle de Facebook qui va lancer son crypto-currency. On ne sait pas probablement que dans le futur, Facebook aura sa propre banque, etc. Donc, je pense que sur la base de ces constats, le nouveau modèle des banques qui a accéléré la transformation digitale, il est clair. C'est moins d'agences, moins de papier et plus de digital. Donc, la formule, elle est très simple, c'est d'adapter vraiment un modèle de plateforme comme le font les géants technologiques et investir principalement sur l'expérience client. Donc, cette digitalisation elle va permettre une entrée en relation client de bout en bout en quelques minutes avec une ouverture de compte instantanée. La banque, à travers les moyens digitaux, elle pourra pousser des offres smart qui sont ciblées, qui se basent sur l'historique et les données du client. Et en même temps, la banque elle doit permettre d'habiliter, ou bien cette plateforme doit permettre d'habiliter les employés pour pouvoir assister les clients en temps réel. Donc là, il y avait la question tout à l'heure par rapport à ce support employé. Je peux dire que une des parties de transformation digitale, et avec ce qu'on a vécu au moment de la crise sanitaire, les clients ne se déplacent pas aux agences. Il y a pas mal de moyens de pouvoir faire face à ça. Principalement de mettre en place tout ce qui est communication en temps réel, prendre un rendez-vous via une vidéoconférence, etc. C'est vraiment des atouts pour des plateformes digitaux qui ont permis d'assister et de supporter les banques à accélérer cette transformation digitale. Ça, c'est un. Je pense que l'expérience client aussi représente un levier qui est très important. Qui doit prendre en considération, je rejoins Elie, plusieurs facteurs, tant humains, technologie et organisationnels. Il ne s'agit pas uniquement de la technologie, mais aussi il faudra vraiment une refonte du comment penser du capital humain au niveau de la banque et même au niveau organisationnel. Là, on parle de plus d'agilité à comment pousser des nouvelles fonctionnalités, comment innover à la vitesse du digital, en fait. Donc, ça, c'est un point. Et par rapport à cette agilité, je pense que c'est une culture que la banque doit ancrer, okay? Parce que l'adaptation au modèle de plateforme, ça va nécessiter un modèle d'organisation qui est agile, qui opère en cycle court, manière souple, adaptative et itérative. On peut prendre l'exemple de grandes plateformes telles que Uber, Netflix ou Facebook. Ils sont capables de pousser de nouvelles fonctionnalités heure par heure et ils sont capables de corriger leurs bugs en quelques minutes. Donc, c'est le résultat du modèle agile. Je pense que cette approche, c'est une réelle nécessité dans le monde bancaire pour pouvoir exceller et innover très rapidement. Alors, merci Ayman. Du coup, j'ai une petite question pour vous, puisque vous avez mentionné les néobanques suite à mon commentaire sur Square et sur votre rebond sur Facebook et autres. J'ai une question de Moulay Abdellah qui demande est-ce qu'il y a un avenir pour les néobanques en Afrique? Tout à fait. En fait, la question s'adresse à moi, hein, Jean-Noël.
Pas spécialement à vous, mais Ok. dans le contexte de ce qu'on a dit. Mais... Je pense que oui, parce qu'il y a un constat qui est très important, c'est qu'on voit une croissance très importante du taux de pénétration de smartphones et l'amélioration de l'infrastructure en termes de couverture Internet dans plusieurs pays africains. Donc, si ma mémoire est bonne, je pense qu'en Afrique, on estime un taux de pénétration de smartphones à 55% en 2020. Et il y a une prévision que ce taux il va augmenter à 71% en 2024. Dans les prochaines 3 années, on va passer de 55% à 71%. Et donc là, on parle de clients qui sont de plus en plus connectés et par conséquent, c'est une nouvelle cible de plus en plus grande pour les banques qui veulent rester en compétition et qui cherchent à acquérir plus de parts de marché en offrant leurs produits et services moyennant le digital. Alors, je suis tout à fait aligné avec ce que vous venez de dire, Amen. Et puis, je rajouterais même que vous avez mentionné Uber, Netflix, Facebook. Les consommateurs ont une habitude d'interaction avec une société ou avec des services qui est extrêmement fluide avec les services que je viens de mentionner. Et donc, ils attendent la même chose d'autres players, je pense au gouvernement et donc aux banques également. Ce qui n'a pas toujours été facile puisque, à nouveau, par design, le but n'était pas de faire du digital, en tout cas au départ. Je vais vous redonner la parole, Élie, mais juste avant, je sais qu'Arnaud souhaitait rebondir sur la gestion des files d'attente. Et puis, du coup, comme je vous ai en ligne, Arnaud, j'aimerais vous poser une première question qui me permettra de rebondir avec Élie. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a certains freins dans l'adoption du digital et vous souhaitiez y revenir un petit peu après. Donc, je vous propose, premier temps, de répondre sur la gestion des files d'attente et un deuxième temps de mentionner quelques freins. Puis après, on verra les solutions positives avec elle. D'accord. Merci, Jean-Noël. Effectivement, c'est juste un petit apport par rapport à la question de Corneille relativement à comment, en fait, gérer les files d'attente aujourd'hui. Je pense que Blaise a largement expliqué comment combattre, ou du moins, en tout cas, réagir en amont. Effectivement, il faut disponibiliser le produit pour que le problème de file d'attente même ne se produise pas. Mais si aujourd'hui, elle se produit quand même, cette situation, malgré les différentes ouvertures qu'on fait pour permettre aux clients d'accéder aux services bancaires depuis leurs environnements. Nous, par exemple, nous sommes en train de travailler avec une fintech qui est en train de nous accompagner sur une solution de gestion de file d'attente en fait à distance. Ça veut dire quoi? C'est juste un applicatif en fait qui est lié à notre système de gestion de file d'attente. Donc, qui permettra aux clients, depuis son smartphone ou son ordinateur via navigateur, de pouvoir en fait prendre la queue. C'est-à-dire, il opte en fait de s'aligner, même sans se déplacer. Et il peut suivre en fait en temps réel l'avancement en fait. Donc, si je choisis une agence donnée et que je me rends compte qu'il y a, je dis n'importe quoi, 30 personnes en attente, je sais qu'en me rendant dans les 5 ou 10 prochaines minutes, je vais encore patienter. Donc, je peux en fait suivre. Et lorsqu'il me restera peut-être 2 ou 3 personnes, selon ma distance aussi par rapport en fait à cette agence, je décide en fait de venir en agence pour pouvoir ne pas passer en fait énormément de temps. Donc, c'est ce petit apport que je voulais aussi compléter. Et puis, rebondir aussi rapidement sur la question effectivement des freins. Effectivement, aujourd'hui, Ayman a donné un taux tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui, on estime 55% de personnes qui disposent en fait d'un smartphone en Afrique. Donc, comme vous le voyez, il y a 45% de personnes en fait non concernées, ou du moins qui n'utilisent pas en fait des terminaux numériques, en tout cas compatibles pour certains produits digitaux. Ce qui fait déjà qu'il y a une problématique. La deuxième chose, on parle de smartphone, mais il faut aussi avoir accès à Internet pour en tout cas vivre pleinement une bonne expérience donc, de digitalisation. C'est vrai que certains moyens, certains canaux tels que le USSD et autres restent limités, mais si on veut fournir en tout cas la quasi-totalité donc, de services financiers et tout, il va falloir en fait tendre aussi vers des équipements qui nous permettent techniquement en fait de pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Donc, il y a le problème d'Internet aussi qui se pose et qui est une réalité. C'est ce qui va permettre d'ailleurs une question aussi qui avait été posée sur comment en fait toucher, en fait, on est obligé maintenant de se rabattre sur les télécoms, des partenariats banque to wallet avec les différents acteurs télécoms que nous avons donc dans notre pays.
Alors, le troisième élément que je veux aussi mentionner, c'est la réglementation. Alors, comme vous le savez, le secteur bancaire est un secteur qui est fortement réglementé. Bon, à l'instar d'autres secteurs d'activité, on a dans notre zone, en fait, la Banque centrale qui a des dispositions aujourd'hui qui ne, alors je ne dirais pas qui ne permet, mais en fait, ça ne favorise pas l'expansion en fait de certains services. Donc, je pourrais prendre un exemple sur, par exemple, l'accès, donc l'entrée en relation digitale, concrètement, l'ouverture d'un compte bancaire aujourd'hui. Donc, dans la zone UEMOA, les dispositions ne permettent pas, par exemple, qu'un compte soit ouvert en ligne et fonctionne pleinement à ce jour, par exemple. Donc, ça veut dire que même si vous mettez en place en fait une solution, le client sera obligé donc de le commencer en fait sur le digital, mais il devrait impérativement terminer en fait en physique. Donc, il y a quand même une contrainte quand on sait que voilà, aujourd'hui le digital, on voudrait idéalement en fait commencer et terminer dans le digital. Donc, ça va permettre, ou du moins ça va imposer en fait le digital parce que les gens seront obligés donc de concilier les deux. Alors, autre frein également, il y a même, je parlais de résistance en fait vis-à-vis du client. En Afrique, on a plus de 40%, je pense les derniers chiffres, fait état de plus de 40% de la population qui a moins de 15 ans. On est en train de tendre dans les années à venir, dans le futur, on sera en fait, en tout cas, la clientèle active en fait sera de la génération en tout cas qui accepte ou qui vit même en fait dans cette époque du digital. Mais à l'heure actuelle, nous avons aussi la clientèle qui est en train de sortir, qui est encore de la génération X, ou en tout cas les personnes qui sont nées avant les années 70, par exemple, donc qui sont encore réticents pour plusieurs raisons, qui n'acceptent pas encore en fait la nouvelle technologie. Voilà, ils préfèrent encore la banque traditionnelle, ils préfèrent encore aller en agence, utiliser des chéquiers, s'aligner pour les opérations de cash-in ou cash-out, etc. Donc voilà un peu, et je vais terminer par parler aussi de, alors ce ne sera pas une contrainte, mais aujourd'hui il y a aussi cette culture en fait. Ça veut dire que c'est bien de parler digital, quelqu'un l'avait dit avant moi, mais il faudrait en fait que le digital soit compris en fait dans l'écosystème, donc que ce soit interne ou externe, qu'à l'intérieur de nos organisations surtout, nous puissions vraiment disposer de cette culture. Parce que quand elle n'y est pas, on a beau avoir des outils, on va dire digitaux anti-griffes, ça ne marchera pas forcément. Donc, il faudrait aussi que les dirigeants surtout, je dirais anti-griffes, se laissent aller. Voilà, ça veut dire aille franchement aujourd'hui vers le digital avec l'organisation en fait qu'il faut. Merci. Oui, merci Arnaud pour vos commentaires. Élie, je vous ai promis que je vous donnais la parole. Je dois te donner juste la parole un petit peu à Kunti, qui m'a demandé de faire une intervention sur la levée des freins. Vous êtes en muet, Kunti. Merci beaucoup. Donc, je vais être bref. Le sujet de la levée des freins est un aspect très important. Alors, au Maroc, le taux d'équipement en smartphone est un peu plus important que sur le reste de l'Afrique. On est sur du 80%, avec 83% des ménages qui ont accès à Internet et avec 83% de ces usagers-là qui font depuis un mobile. Donc, sur l'accès à la data et à Internet, les taux sont plutôt bons. Par contre, il y a d'autres aspects, d'autres freins à lever, notamment en termes de barrières, en termes de langue, que les applications soient disponibles dans des langues qui sont les plus parlées, notamment au Maroc. C'est la raison pour laquelle on a voulu que notre application soit disponible en arabe, mais aussi en anglais pour notre clientèle des Marocains du monde. Et que ce parcours-là, vous avez mentionné, Jean-Noël, tout à l'heure, l'importance de la user experience, que le parcours soit fluide et le plus simple possible pour éventuellement que cette population analphabète puisse réaliser son parcours sans trop d'efforts. Et je rebondis sur ce qu'a dit, je pense, Ayman, le frictionless, que ce soit avec le moins de freins possible. Alors, ouais. Merci Kunti pour ces points extrêmement importants. Alors, Élie, je vous ai donné la parole au début, puis après, on a passé un long moment sans vous, donc je suis content de vous retrouver. Élie,
Vous avez mentionné tout à l'heure deux aspects importants et vous aviez dit qu'on allait y revenir. Le premier, c'était la personnalisation des offres, donc de mettre le client au cœur de votre stratégie digitale. Et la deuxième question, votre deuxième propos était lié à la sécurisation. Et puis on le voit à travers une question qui est un petit peu limite, mais qui fait référence à la confiance dans la banque. Donc quand on rejoint ces trois différents sujets, on peut arriver à une question qui serait comment voyez-vous, vous, Elie, le positionnement que doit avoir la banque vis-à-vis de ses clients en termes de transparence, en termes de services, donc de sécurisation, de protection de la vie privée? OK. Concernant en fait la personnalisation des offres, la digitalisation ne pourra pas fonctionner sans que la banque se transforme en customer-centric et pas product-centric. C'est-à-dire, on ne va pas créer un produit et d'essayer de le vendre à tout le monde. On va voir qu'est-ce que le client a besoin. C'est le client qui est en fait au centre de nos intérêts, de nos pensées et nous sommes à son service. De dire, tiens, j'analyse ces données, je regarde qu'est-ce qu'il fait, comment il vit au quotidien, de quoi il a besoin, et je m'adapte en fait à créer des produits qui vont lui amener une valeur ajoutée. Au niveau de transparence, oui, il faut une transparence parfaite parce que le client, il faut qu'il aura une confiance et que ça c'est un partenariat ou une relation qui doit durer longtemps, pour que le client aura vraiment le bénéfice de tous les produits et tout ce que la banque offre. Et la banque aussi, elle a besoin d'un client qui est fidèle et qu'elle peut en fait, avec cette fidélité, créer plus de services et qu'elle soit à la hauteur. Au niveau sécurité, en fait, dans la digitalisation, les gens ont peur, en fait. C'est à cause de nous aussi. C'est depuis pas mal de temps, on disait attention, quand tu as ta carte, tu as un code PIN. Ce code PIN, on lui fait signer 50 000 pages en lui disant tiens, tu as un code secret. Ce code secret, quand tu l'utilises sur l'ATM, il faut le cacher et ainsi de suite. En fait, on a créé cette peur d'utiliser la carte, cette peur de perdre un code secret. En fait, ce qu'on fait avec la digitalisation, c'est on dit tiens, aujourd'hui, on s'en occupe de cacher, de garder ton mot de passe, on s'en occupe de protéger tes données, on s'en occupe de bien te protéger toi aussi par plusieurs moyens, les plusieurs moyens qui sont des solutions digitales. Par exemple, nous, à la SGBL, nous avons implémenté une solution, en fait, une authentication solution, en fait, qui encapsule, en fait, un mot de passe et qui sauvegarde jamais ce mot de passe dans nos bases de données. Comme ça, nous, en interne, entre IT Security et IT, nous sommes tranquilles parce qu'on n'a pas besoin de surveiller nos administrateurs bases de données et nos administrateurs de données en disant tiens, ce sont des données fragiles et importantes aux clients. Il ne faut pas qu'en interne qu'on aura une fuite. Ça, on est tranquille dessus. Et aussi au niveau utilisateur, il n'a plus besoin en fait de ce code en disant tiens, c'est un code hyper secret, je dois le garder, je dois l'analyser. Aujourd'hui, nous avons des systèmes qui peuvent protéger les données de clients de lui-même et de la banque aussi, en fait, du service de la banque. Cette confiance, en fait, elle est construite, mais il faut bien communiquer. C'est-à-dire, avec la digitalisation, il faut communiquer sur les fonctionnalités qu'on va livrer, en fait, les nouveaux produits et les valeurs ajoutées de ces nouveaux produits. Cette communication, elle est hyper importante. Elle doit être en temps réel. En temps réel et, comme on a dit tout à l'heure, ciblée. C'est-à-dire, chaque client doit recevoir les informations qui lui sont utiles et nécessaires, qui lui concernent, et pas toute et n'importe quelle information en fait, la partager avec tous les clients. Et il faut jamais hésiter d'expliquer cette importance de la protection des données et la protection au niveau sécurité à tous nos clients, même s'il y a des degrés, en fait, on ne peut pas aller trop dans la technique, mais il faut bien expliquer aux clients que vous êtes très bien protégés pour que cette confiance revienne et qu'ils n'osent pas utiliser ces canaux digitaux. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, et c'était réussi. Ça nous a pris un peu de temps à
communiquer, savoir comment communiquer et quel canal choisir en fait pour la communication. Mais on a réussi en fait, à trouver un moyen qui est des push notifications sur notre application mobile, avec des vidéos parfois, parce que les gens de longtemps, ils n'ont plus le temps ni de lire, ni l'envie de lire en fait des pages et des pages. On fait une petite vidéo sympa avec des dessins animés, par exemple, ça attire tout le monde, et qui ne dépasse pas 45 secondes, et qui amène toute l'information nécessaire. Et comme ça, en fait, on attire l'attention de notre client, on lui explique qu'est-ce qui se passe et on lui montre en fait qu'il est protégé et comment on le protège. Aurélie, du coup, j'ai deux questions que j'ai prises sur le chat ou sur le Q&A. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai une question de Mohamed Alami. Le contexte Covid a intensifié la course à la digitalisation partout. Quels sont les moyens développés par les banques afin de synchroniser la vitesse par laquelle ces nouveaux produits digitaux sont lancés à l'assimilation du personnel du front office, des consommateurs et des partenaires de ces avancées, sachant que 70% des programmes de transformation digitale bancaire n'atteignent pas leur objectif déclaré selon McKinsey. Et puis j'ai un deuxième petit commentaire. Est-ce que proposer de Jérémy Ebrard, est-ce que proposer aux clients un système de souscription au service de notification, c'est un petit peu ce que vous avez mentionné avec le push, peut être considéré comme un des leviers d'amélioration de la satisfaction client? Absolument, absolument en fait, parce que l'idéal est vraiment ce qu'on veut nous, que notre client aura dans les plus brefs délais, c'est que ce client-là, il reste chez lui, tranquille, mais il aura toutes les informations nécessaires, il aura tous les produits qui lui sont nécessaires et utiles, avec des valeurs ajoutées, sans se déplacer et passer du temps en fait phénoménal en agence, ou bien en attendant son tour d'arriver au rendez-vous, ou bien en attendant au contact center d'avoir quelqu'un en bout de fil en fait, pour lui expliquer quelques trucs génériques. En fait, l'objectif, c'est d'envoyer l'information utile et nécessaire pour chaque client en se basant sur l'analyse et l'analytique en fait, qu'on le fait en amont. C'est-à-dire, moi, je peux préparer, et ça, on l'utilisait sur notre plateforme mobile, je peux préparer en fait des produits qui sont pré-approuvés par tous les canaux en fait et les procédures internes, et en plus qui correspondent bien à nos clients. Et je les propose à mon client dès qu'il passe, par exemple, sur une connexion à notre application mobile, il aura des produits qui lui sont concernés selon ses besoins, en analysant ses données. Et comme ça, en fait, ce client, il va pas venir à l'agence en fait en disant tiens, je pars en voyage ou je déménage ou j'achète une nouvelle maison. Qu'est-ce que vous me proposez comme produit? On lui donne une brochure, 25 pages, et tiens, tu peux choisir. Il s'en sortira jamais. Mais au contraire, on fait l'analyse. Cette analyse, elle est faite d'une façon automatique, analytique, et nos robots, en fait, ils calculent les préconditions de ce client et on le match avec nos produits. Et du coup, le produit proposé sera un produit customer-centric qui match avec le besoin et avec la situation de notre client. Et comme ça, en fait, ce client, chez lui, devant la télé, il aura tout ce qu'il souhaite avoir, en fait, d'un service d'une banque. Voilà, c'est ça les push, en fait. C'est pas que des pubs, en fait, envoyées, mais derrière ça, il y a une analytique, il y a une analyse qui est faite. Merci Elie. Vous avez mentionné un point extrêmement important, selon moi, qui est une grande tendance mondiale, et en Afrique en particulier. Les clients veulent à nouveau être acteurs dans leur relation avec leur banque et non pas simplement un usager. Donc, on voit que le pouvoir revient aux clients qui, eux, sont force de proposition. Et vous avez mentionné un point extrêmement important et j'aimerais revenir avec vous, Aymen, sur ce point. Vous avez dit qu'on est passé d'une approche product-centric à une approche customer-centric. Aymen, chez Backbase, vous avez aussi déjà cette vision, vous parlez même d'engagement avec le client, peut-être vous souhaitez en parler un petit peu plus. Merci Jean-Noël. Oui, je pense que voilà, d'un point de vue technologique, le modèle traditionnel qui se base sur une architecture monolithique composée de plusieurs systèmes, plusieurs silos, différents canaux par segment, ne pourra plus survivre en fait parce qu'il est très fragmenté et du coup, il ne connaît pas le client. En plus, il est très coûteux en fait. Donc, si on fait référence aux géants technologiques, encore une fois, tels que Uber et Facebook, tout à l'heure, Elie parlait de comment
à travers une plateforme, ils pouvaient personnaliser une offre pour un segment de clients ou bien une offre totalement personnalisée pour un client. Je vous donne l'exemple de Facebook. Parfois, quand vous disiez chemise, il commence à vous, il commence à vous projeter, vous voyez, des publicités par rapport à des retailers qui sont en train de vendre ça. Donc, je pense que pourquoi ils ont compris vraiment la formule, parce qu'ils ont adopté un modèle de plateforme pour une meilleure expérience et un parcours client. Et comme vous voyez, aujourd'hui, ils deviennent une partie prenante de notre vie quotidienne. Et c'est ce qu'on veut faire avec la banque, c'est de devenir la banque préférée par les clients, donc de faire partie de la vie quotidienne de nos clients. Donc, pour vous donner un exemple, Uber Eats, que je suppose tout le monde le connaît, c'est une plateforme de livraison de commandes de nourriture. Donc, Uber Eats, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à apporter sur le marché une expérience client qui est 10 fois meilleure et plus rapide. Donc, moyennant quelques clics et en moins de 30 minutes, vous avez votre commande qui est livrée. Donc, c'est vraiment puissant et c'est le concept que cette plateforme, c'est que la plateforme se pose au milieu de l'écosystème et c'est elle qui orchestre toute la valeur. D'accord ? Donc, ils vont connecter les consommateurs directement avec les restaurants, les cuisines, les chauffeurs et vont combiner tout l'écosystème pour orchestrer l'expérience client de bout en bout. Donc, je pense que si la banque veut vraiment prendre une partie prenante de la vie de ses clients, tel que l'exemple de Uber Eats ou autre, elle doit vraiment penser de passer à une architecture qui adopte le modèle de plateforme. Donc, une seule plateforme qui se pose au cœur de l'architecture du système d'information de la banque et qui permet de se connecter et d'agréger la valeur du core banking, des systèmes existants, une connexion avec le open banking pour un open banking à travers les API, une connexion avec les différents fintech, le marketplace des fintech, pour pouvoir donner une solution de bout en bout pour les clients. Et cela va permettre de pouvoir créer un écosystème qui orchestre toute la valeur pour la création des expériences connectées qui vont engager d'un côté le client et d'un autre côté qui va habiliter les employés de la banque. Donc, le point le plus important ici à noter, c'est qu'avec cette approche de plateforme au cœur de l'architecture du système d'information de la banque place le client au cœur de son métier et vraiment possède la couche d'expérience client. Donc, une fois la banque elle dispose de cette plateforme, le client au cœur de l'architecture, la première couche qui entoure les clients devient les différents points de contact. Donc, ça va être le web, le mobile, le centre d'appel, l'agence, les kiosques, etc. Et dans ce modèle, les clients peuvent sélectionner n'importe quel point de contact qu'ils souhaitent pour engager avec la banque et avec la plateforme. Et par la suite, comme deuxième couche qui va entourer les clients, ça va être les produits. Et en ayant cette architecture en place, moyennant le modèle de plateforme, la banque peut proposer au bon client le bon produit et au bon moment. Et c'est vraiment le modèle recommandé en fait. Alors, merci Ayman. Et moi, souvent, quand je travaille sur la digitalisation des banques, il y a un phénomène qu'on n'a pas mentionné ou qu'on n'a pas directement mentionné, puisqu'on l'a mentionné, le fait qu'il y ait des nouveaux players dans le digital et des purs players dans le digital. On peut imaginer que si les banques ne prennent pas conscience de ce que vous avez mentionné, Ayman, c'est-à-dire de garder la relation avec le client en ayant une plateforme digitale qui permet d'interagir par tous les canaux, elles risquent de perdre ce lien parce que certaines fintechs vont se positionner entre le client et la banque et certaines visions étaient que la banque pourrait devenir un simple gestionnaire des transactions ou une sorte de core système qui serait plus en directe relation avec son client. Alors du coup, j'ai une question pour vous, Arnaud, et je reviens vers vous, hein, Blaise et Kunti. On a une question de Philippe Adomayagbo. Est-ce que devenir la banque préférée de ses clients se résume à la digitalisation des prestations bancaires? Et si oui, quels sont les coûts pour nos clients? Alors, il n'est pas facile, Arnaud. Absolument. Et question très pertinente aussi, une très belle question. Alors, pour répondre dans l'absolu, je dirais éventuellement non. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de digitalisation, en fait, je prends la question, digitalisation en fait, des prestations bancaires, il y a toujours deux
j'ai envie de dire, deux intervenants. Ici, on a la banque et on a le client de l'autre part. Aujourd'hui, la banque, elle produit, ou du moins, elle vend ses services en fait aux clients. Et fondamentalement, toute banque devrait comprendre déjà les besoins de ses clients avant maintenant de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour matcher en fait ces besoins-là. Donc, lorsque vous parlez donc de digitalisation, est-ce que c'est ça seulement qui va vous permettre donc de se différencier? Je vais répondre encore dans l'absolu non, mais elle y contribue parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en compte. Jean-Noël justement a parlé donc de Pure Players, donc de New Players. Quel est votre positionnement aujourd'hui? Donc déjà, si vous êtes Pure Players, ça veut dire que vous intervenez en fait intégralement en fait dans le digital. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé en fait de vous démarquer à travers en fait votre positionnement. Il y a aussi un deuxième élément qui est en fait, ou du moins qui sont les besoins de vos clients. Aujourd'hui, quel est le besoin de vos clients? Voilà, vous devez les connaître. Donc, si vous savez que je vais dire quoi, les produits digitaux en fait peuvent répondre au mieux aux besoins de vos clients, leur permettre en fait de vous choisir que vos concurrents, ben, en ce moment, ça va vous permettre de vous différencier naturellement. Mais nous savons également que tous les acteurs en fait sont dans la danse. Donc, c'est à travers aussi votre manière donc de faire, votre relationnel, même si tous ces aspects en fait peuvent être dématérialisés. Aujourd'hui, en fait, la banque ne reçoit plus physiquement en fait le client, le gestionnaire, il ne reçoit plus physiquement le client forcément. Il y a les réseaux sociaux, il y a d'autres types de canaux où on peut interagir avec un client, l'assister, l'aider, prendre en charge en fait une demande. Donc, c'est au cours de tout ce processus qu'il faudrait le faire. On a parlé de chatbot. Vous mettez en place un chatbot qui doit interagir avec un client, mais si déjà, il y a des limites parce qu'après, il y a peut-être des choses que le chatbot ne pourra pas aujourd'hui encore faire, où il faut en fait l'intervention en fait humaine. Et là, il faut aussi faire la différence en fait. Donc, vous ne direz pas que oui, mais j'ai dématérialisé en fait mes services, mais pourquoi en fait ça ne marche pas? Mais est-ce que les hommes ont cette culture? Est-ce que les hommes qui travaillent en fait au sein de ma structure ont cette culture du digital? Est-ce qu'ils savent concilier les deux? Que le client a commencé par le digital et il doit terminer par moi. Donc, autant de questions qu'il faut se poser et répondre en fait positivement pour pouvoir en fait parler d'être une référence en fait dans son secteur. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que la digitalisation, lorsque elle est imposée, quand je dis imposée, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses voilà, qui ne nous laissent pas trop le choix, on est obligé d'y aller, ça n'efface pas encore dans certains cas les autres services ou les autres canaux, on va dire. Ça veut dire la banque traditionnelle, elle continue, par exemple, pour les players actuels, on est physique, on est une banque traditionnelle, mais nous savons que nous devons en fait nous réinventer. Donc, du coup, le digital aujourd'hui va offrir en fait une alternative en fait aux clients. Voilà pourquoi ça laisse en fait se démarquer. Ça fait que le client aura en fait le choix. Et à partir de cet instant, il y a de très fortes chances que le client vous préfère que l'autre, en fait, qui ne lui donne pas le choix, qui ne lui offre qu'un seul canal par lequel il devait accéder pour ses services. Et bien sûr, la deuxième partie de la question, on parle de coût pour le client. Ben, pour ce qu'on sait, on est dedans, on sait aujourd'hui que de façon générale, en fait, la digitalisation, en fait, aussi permet en fait de réduire déjà les coûts. Voilà. Donc, si on parle de coûts, c'est vrai, ce n'est pas forcément en fait le coût financier et tout, mais vu que c'est même une préférence en fait du client, il y a beaucoup plus d'avantages en fait pour le client. Donc, parlant de coûts, moi, pour un client qui doit investir peut-être en data, Internet, etc., ou un équipement digital, un équipement numérique pour pouvoir accéder au service, si c'est de ça, en fait, on fait allusion, ça pourrait être nécessaire par moment. Mais sinon, de façon globale, en fait, le client, en fait, il tire en fait beaucoup d'avantages parce que maintenant, il est dans un système où il a le choix d'aller via ce canal ou tel autre canal, en fait. Pour, merci. Oui, merci Arnaud. Merci Arnaud pour vos commentaires. Kunti, je reviens vers vous, hein, parce que vous avez juste fait une petite apparition tout à l'heure pour discuter avec nous. J'ai une introduction en fait de Redouane Snoussi que je vais vous lire et puis je vais vous poser une question pour rebondir sur ce que vient de dire Arnaud.
Les pure players du secteur bancaire séduisent de plus en plus de clients qui, déçus par leur banque traditionnelle ou cherchant à réduire leurs dépenses, découvrent qu'en choisissant une banque en ligne, il est possible de payer moins cher, souvent, et d'obtenir des offres plus avantageuses que via leur agence traditionnelle. Et puis, pour rebondir sur ce que vient juste de dire Arnaud, en parlant de coûts, je ne sais pas en Afrique, mais en Europe, j'ai un abonnement à mon compte bancaire et pour accéder aux services digitaux, je suis obligé de payer des abonnements. Donc, d'un point de vue purement financier, j'ai l'impression que ça me coûte plus cher. Alors, peut-être, Kunti, dans un premier temps, replacer dans le contexte que nous a mentionné Redouane Snoussi, rebondir peut-être sur mon commentaire et puis montrer comment vous, au sein de votre banque, vous travaillez pour séduire le maximum de clients. Alors, donc par rapport à la remarque des pure players, nous avons la conviction que la particularité du client marocain fait que nous devons lui offrir la possibilité de servir aussi bien en agence que via les canaux digitaux. Le contexte a fait que les gens se sont orientés vers les canaux digitaux suite à l'impossibilité d'aller en agence ou la crainte de visiter cette agence-là, raison pour laquelle nous avons mis en place un parcours d'abonnement sans visiter l'agence. Donc, les clients qui souhaitent s'abonner à la banque à distance sans accéder à une agence, uniquement via des étapes en ligne et un accès à une authentification via le guichet automatique. Et donc, on a essayé de répondre à un besoin. Je vais commencer par votre deuxième partie avant de parler de la première. Le coût, en tout cas à la Banque Populaire, est gratuit. Il y a pas de, ça ne vient pas s'ajouter, même avec le compte le plus basique, vous avez accès aux services de banque en ligne. Donc, c'est le choix de faire bénéficier tout le monde de ces services-là. Et donc, je vais me permettre de parler d'un aspect, ça a été aussi évoqué par Arnaud, mais aujourd'hui, est-ce que le digital est suffisant pour servir les clients? Le digital est une étape, est un prérequis. Aujourd'hui, toutes les banques se sont orientées vers cette transformation digitale. Nous avons entamé la nôtre fin 2016, mais ça va se jouer à cette fidélisation de ce client-là pour devenir sa banque préférée. Et comment on peut le fidéliser? C'est en utilisant la data. Aujourd'hui, les canaux digitaux nous donnent un grand nombre de données via les différentes transactions, via les différents comportements sur les applications. Et le fait d'utiliser ces données-là, et le challenge va être d'identifier quelle est la donnée la plus applicable et la meilleure donnée à exploiter. Aujourd'hui, quand vous regardez des séries ou des films sur Netflix, sur Amazon Prime, et qu'on vous propose une liste de séries qui est adaptée à votre besoin ou qui va venir et répondre exactement à ce que vous cherchez pour vous éviter de scroller pendant 1 heure et d'identifier rapidement et que vous voyez cette série qui répond à votre besoin, vous êtes satisfait, vous vous dites, il y a des choses, enfin, ils font des choses pour moi. Réellement, c'est plus de 10 posts différents autour de la data qui sont sur Netflix ou sur Amazon Prime. Et où nous, au sein du groupe Banque Populaire, on a la chance d'avoir PCA qui est notre filiale, avec une jolie filiale avec plus de 100 personnes qui organisée autour de squads dédiés au digital, aujourd'hui aussi dédiés à la data, qui nous permet d'identifier ce besoin de client, de connaître son appétence pour tel ou tel produit, de réduire le risque de fraude monétique, de connaître son appétence par rapport par exemple, au crédit, pardon. Et donc aussi d'avoir, je vais revenir sur l'aspect compagnon financier, la data qui existe, c'est une data qui va servir aussi le client pour lui dire, via un PFM, donc Personal Financial Management, pour lui dire, attention, vous avez trop dépensé au restaurant ce mois-ci, ou vous avez une petite épargne pour ce mois, pensez à la placer dans tel ou tel produit, ça vous rapportera. Donc vraiment, il faut aller au-delà juste uniquement d'offrir un canal, mais je pense que ça a été dit, redit, je pense que c'est la clé de l'avenir, d'offrir une expérience dans sa globalité. Alors juste Kunti, je vous coupe un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, je vous promets. C'est parce qu'on a un commentaire de Quentin William qui vient rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment concilier, vous, ce besoin de personnalisation des services, de ciblage des audiences, de capacité de détection des signaux faibles avec des freins proposés par les nouvelles réglementations de la donnée, ainsi que par le sentiment grandissant de la part des clients qu'ils sont espionnés? Est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu plus le difficile mix pour une banque de faire un service ultra personnalisé sans être trop intrusif
dans la vie privée de son consommateur, de son client. Bien sûr. Alors, on a la chance d'avoir au Maroc le CNDP qui régule toute la partie accès aux données et data. Donc, on a plusieurs lois qui vont à cet effet imposer à chacune des entreprises de protéger l'accès à ces données-là. Donc, nous, bien sûr, nous répondons parfaitement à cette réglementation. Nous devons aussi de répondre à la réglementation européenne. J'ai parlé de nos Marocains du monde. Ils sont peut-être aux États-Unis, donc on a la réglementation FATCA. Nous sommes aussi en Europe, donc pour la partie data, nous devons être conformes à tout ce qui est RGPD. Pour la partie aussi désormais des communications de données bancaires aussi par rapport à tout ce qui est CRS. Donc, il y a une importante partie par rapport aux données des clients qui sont résidents fiscaux au Maroc et à l'étranger. Et puis, il y a aussi un côté, peut-être la première partie de M. Willem, de la question de M. Willem, c'est cette partie-là, comment on va concilier. On va, bien sûr, aussi également une stratégie de marketing digital qui va permettre de mieux cibler ses clients, de mieux répondre ou de mieux leur offrir des produits correspondant à leurs besoins tout en étant en parfait respect de la réglementation. Voilà. C'est parce que c'est pas toujours évident et Amen l'a mentionné tout à l'heure, vous tapez juste le mot chemise et après vous êtes bombardé sur Facebook et après vous êtes bombardé de pubs de chemise. Donc on espère, je pense que la question était un petit peu liée dans cet écosystème. Merci Kunti. Blaise, je reviens vers vous. Tout à l'heure, Arnaud a mentionné quelque chose qui n'a pas l'air d'être le cas pour Eli et Kunti. Arnaud a mentionné que quand on faisait une ouverture de compte, on avait de toute façon une obligation légale de venir physiquement à la banque pour terminer le protocole d'ouverture de compte. Comment ça se passe en fait dans votre banque? Est-ce que vous avez mis en place une solution qui vous permet d'avoir du succès avec vos clients, spécialement dans l'ouverture de compte, ou est-ce qu'il y a un aspect réglementaire qui vient vous bloquer? Je pense à la valeur de la signature électronique qui est en Europe l'IDAS. Merci beaucoup. En fait, avec le contexte du Covid, la Banque centrale a mis en place l'ouverture des comptes spéciaux, sachant qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de se présenter en banque physiquement. Donc, même à distance, aujourd'hui, un client peut ouvrir un compte. Arnaud avait soulevé un point sur l'Internet, mais avec la possibilité de USSD dans mon pays, le USSD, il est gratuit. Donc, avec les applications que j'ai mis en place avec le USSD, un client peut ouvrir un compte à distance. Et ça, c'est réglementé par la Banque centrale. La Banque centrale a ouvert en fait une brèche pour l'ouverture des comptes spéciaux qu'on a offert à nos clients et c'est aussi très, très bénéfique pour les clients. Il peut ouvrir un compte à distance, il peut le recharger, il peut faire le dépôt à distance et il peut retirer dans tous les points cash des opérateurs télécoms. Ça, c'est aussi un aspect très important qui a été mis en place avec le régulateur, la Banque centrale du Congo. Alors Blaise, je suis désolé, il y a toujours une question un petit peu difficile, puis elle apparaît, enfin je pense la poser quand je suis avec vous, donc ce n'est pas contre vous Blaise, mais il y a une question de Leila Benis qui est extrêmement importante, parce qu'on vient de parler du digital, on a parlé des populations qui n'ont pas forcément accès à Internet, vous venez de le dire, et je vais vous lire ce qu'elle nous dit. Elle dit, parmi vos clients, y a-t-il des non-voyants? Et dans ce cas-là, que leur proposez-vous en services digitaux? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais… Oui, comme vous dites, question difficile et non-voyant. Je ne sais pas quelle est l'expérience des autres clients, mais en fait, déjà, les clients non-voyants, au niveau des distributeurs de billets, on a le son, Ils ont la possibilité d'écouter le distributeur de billets et de faire leurs transactions au niveau du distributeur de billets. Donc, ils peuvent entendre le son et introduire leur code PIN et aussi au niveau du montant, choisir et recevoir leur argent. Généralement, les non-voyants aussi sont accompagnés. Je pense qu'avec les accompagnateurs et pour certains, ils peuvent même avoir une personne qui et comme garant ou qui les aide auprès de la banque. C'est aussi certaines expériences comme ça pour aider ces personnes non-voyantes.
Alors, merci bien Blaise, hein. Je vais basculer avec Ayman. J'ai une série de questions pour vous, Ayman, en tant que Backbase. Donc, c'est une question de Jérémy Ebrard. Alors, il y a écrit, je ne sais pas s'il travaille pour Backbase, mais il met bon produit, bon client, bon moment. Proposez-vous une solution real-time? Pouvez-vous définir un petit peu plus ce que ça veut dire? Et j'ai une deuxième question tout de suite pour vous, Ayman, juste derrière. Quelle stratégie pour imaginer une banque qui est moins avancée sur la transformation digitale que certaines afin de fidéliser sa clientèle? Quelle pourrait être une première approche pour cette banque? Désolé, je n'ai pas très bien compris. La deuxième. Une banque qui n'aurait pas bien avancé dans sa transformation digitale, quelle solution pourrait-elle utiliser? Quelles solutions seraient disponibles dès maintenant pour fidéliser sa clientèle en attendant d'être complètement digitalisée? D'accord. Alors, tout d'abord, pour répondre à Jérémy, merci pour la question. Oui, en fait, ce qu'on propose, c'est une plateforme qui est en temps réel. Quand j'ai fait référence au bon produit, bon client au bon moment, on parlait de la segmentation et comment on peut utiliser les données telles que ça a été expliqué par Conti pour pouvoir effectuer des smart actions, des actions intelligentes. D'accord? Donc, sur la base de l'historique du client, sur la base de ces données, donc on pourra lui proposer le bon produit. Un exemple qui a été donné par Conti, c'est vraiment similaire. Si je prends le cas, par exemple, d'une petite et moyenne entreprise, là où, au niveau du plateforme, je peux gérer ces accounts receivable and payable. Donc, je peux prévoir le mois là où il y aura un cash flow qui sera négatif. Et comme Smart Action qu'on peut proposer, on peut le dire au client, vous êtes préqualifié pour avoir une ligne de crédit de temps. Vous pouvez suivre ces étapes et vous aurez le crédit crédité dans votre compte. Donc, ça, c'est d'un point. D'un autre point, c'est que tout à l'heure, quand j'ai parlé de plateforme, donc on ne parle pas uniquement de plateforme qui gère les clients, mais aussi j'ai parlé de l'habilitation des employés. C'est vraiment comme Uber. Donc, Uber, on a les chauffeurs et on a les clients. Les deux, ils utilisent la même plateforme, mais c'est la plateforme qui orchestre tout ça. Vous voyez, donc, du même concept dans le monde bancaire, ou bien dans le secteur bancaire, la plateforme proposée, c'est une plateforme qui peut gérer le client d'un côté, et sur la même plateforme, on gère les employés. Ça va donner plus de facilité pour l'employé de gérer les demandes clients en temps réel, répondre à leurs besoins, les assister en temps réel. Tout à l'heure aussi, j'ai parlé des vidéoconférences. Arnaud, il a parlé des files d'attente. C'est quelque chose qui peut se faire aussi par le moyen par le moyen du web ou bien par le moyen du smartphone. Donc, c'est prendre un rendez-vous avec un agent, mais au lieu de se déplacer en agence, on pourra le faire moyennant les vidéoconférences en se basant sur des technologies qui sont disponibles au niveau du cloud. Donc, ça, c'est par rapport aux premières questions. Alors, désolé, j'ai oublié la deuxième question, Jean-Noël. Alors, moi aussi, pour vous dire la vérité, il y avait une question sur bon produit. Il y avait une question sur le real-time. Tout à fait. En fait, c'est ce que j'ai répondu maintenant, Jean-Noël. Alors, la deuxième partie, c'était comment une banque qui aurait effectué une transformation digitale incomplète ou en cours d'accès pourrait bénéficier de la digitalisation, en l'occurrence de plateformes digitales. Tout à fait. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé de l'expérience client, comment aborder un chantier digital. Il ne faut pas uniquement prendre en considération le volet technologique, mais c'est un mix de plusieurs facteurs, que ce soit le capital humain, la technologie et l'organisation en interne. Donc, pour une banque qui n'a pas encore entamé son chantier digital, nous recommandons que cette banque pense ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product, c'est-à-dire commencer petit avec des fonctionnalités ou bien des services qui peuvent aller au marché très rapidement, d'accord? Au bout de quelques mois, au bout de 3-4 mois, ces services et produits peuvent être lancés, mais en même temps, penser à comment avoir en parallèle une stratégie digitale qui va permettre à la banque de pouvoir innover au fil des temps. Et de ce sujet-là, j'ai parlé tout à l'heure du côté agilité et comment
mettre en place comment on crée la culture de l'agile au niveau de la banque pour pouvoir commencer à bénéficier de ce qui existe out of the box au niveau d'une plateforme, aller très rapidement au marché, penser MVP, Minimum Viable Product, mettre en place le premier socle digital et continuer à innover en utilisant ce socle digital. Alors, je pense que vous avez parfaitement répondu. Je pense que c'était exactement ça la question qui était attendue. Messieurs, on rentre dans le dernier quart d'heure. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de faire une sorte de conclusion, de petite synthèse, chacun de vous, autour de notre thématique. Je vous la rappelle, hein, comment devenir la banque préférée de ses clients. Et puis peut-être, comme je vous l'ai proposé en début de session, hein, d'avoir une vision un petit peu prospective, d'ouvrir quel pourrait être idéalement le rôle d'une banque ou comment une banque pourrait idéalement entretenir une relation particulière et positive avec ses clients. Alors, je vous propose peut-être, Elie, comme vous avez commencé, d'être le premier à terminer. Ok, merci. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste, nous, comme banque, ou bien qu'est-ce qu'on souhaitait avoir? C'est un client satisfait pour qu'il reste avec sa banque préférée, il lui faut des produits adaptés. C'est ce qu'on continue à faire, c'est ce qu'on améliore nos systèmes dans l'analyse des données et en fait, en conservant bien entendu le secret bancaire, parce qu'au Liban, il y a un secret bancaire, et plus tout ce qui est données personnelles. Nous, notre objectif, c'est ce qu'on a publié et raconté à nos clients, c'est si on revient vers vous avec un produit adapté, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de vous espionner, mais c'est le robot qui a détecté avec des algorithmes un de vos besoins et on vous propose ce besoin-là qui sera solutionné par un produit qui vient de chez nous de cette façon. C'est mille fois mieux qu'un individu en fait ait accès à tes données et aura toute l'histoire de ta vie. Du coup, on préférait en fait centraliser ça côté système et back-end au lieu d'avoir des chargés de clientèle en train d'exposer, à avoir toutes les données des clients. L'objectif qui reste, c'est vraiment, on va se baser sur le module qu'on a mis en place, c'est la géolocalisation. Avec cette géolocalisation, nous allons bâtir en fait et continuer et finaliser en fait l'analyse des données sur ces modules-là pour qu'on puisse répondre au maximum aux besoins de nos clients sans les frustrer et sans les avoir peur en fait que vos données sont exposées. Non, vos données sont strictement utilisées et à peine utilisées en fait comme données et comme behavior et pas comme valeur de données et information sur les données. Avec ça, en fait, nous allons améliorer nos produits digitaux et on a mis en place aussi une revue d'une façon agile de nos produits. C'est-à-dire, on peut se tromper aussi en disant, tiens, j'ai mis en place un produit, ce produit, il a duré 3 mois, 4 mois, il a atteint son objectif et du coup, c'est bon, je passe à un autre produit, j'ai mis ce produit. Il ne faut pas hésiter en fait à faire cette revue-là pour qu'on puisse avancer très vite. Ce n'est pas une honte de dire mon produit il a une durée de vie de 4-5 mois parce que son besoin, il est temporaire, saisonnière. Et du coup, derrière lui, en fait, il y aura d'autres produits qui vont répondre mieux ou d'une façon, parce que, comme il a dit Ayman, en fait, on réfléchit toujours avec des MVP, même avec les produits, parce qu'en analysant les données, parfois, on peut répondre à un besoin, mais du coup, le besoin des gens peut changer très rapidement et il ne faut pas, en fait, avoir des produits figés dans le temps et dire, OK, j'ai un produit que j'ai analysé et créé ce produit il y a 2 ans et ce produit, je veux continuer à le vendre. Le besoin, il a changé, la vie a changé, la technologie a changé. Du coup, il ne faut pas hésiter de refaire, en fait, une revue sur les produits et continuer dans ce sens. Merci Elie, vous avez mentionné quelque chose d'extrêmement important et qui perturbe tout l'écosystème, c'est la rapidité. On a parlé de temps réel avec Ayman. La rapidité dans tous les sens, la rapidité dans l'attente client. Le client souhaite avoir l'état de son compte de manière instantanée partout et à toute heure, mais aussi l'instantanéité des changements. C'est une histoire sans fin. C'est une constante. Merci.
Merci Eddie pour cette vision. Merci, merci. Blaise, je reviens vers vous. J'ai pas de mauvaises questions. Je vous prends plus de mauvaises questions du chat ou du Q&A. Ce que j'aimerais, c'est que exactement le même exercice qu'Elie, hein, vous nous fassiez une conclusion autour de la thématique et puis également nous expliquer sur les points auxquels votre banque travaille et quelle vision vous auriez d'un futur proche. Merci encore. En fait, ce que nous prévoyons, c'est juste nous rapprocher davantage de nos clients. Je voulais aussi intervenir sur un point que vous aviez soulevé, c'était les fintech. OK? Il y a les fintech qui se positionnent entre la banque et les clients. OK? Ce que nous faisons, c'est on se rapproche auprès de ces fintech qui sont aujourd'hui très forts en termes de technologie, avec des synergies, des intégrations pour que ces clients qu'ils approchent plus rapidement que nous, les banques, que nous soyons aussi proches de ces clients par les fintechs. Donc, c'est un élément important que nous travaillons dessus. Nous ouvrons nos API, des interfaces avec les fintechs pour des intégrations, pour que les populations qui sont éloignées puissent avoir aussi accès au système bancaire. Ça, c'est vraiment important. L'objectif que nous poursuivons aussi avec la Banque centrale, l'inclusion financière. Nous savons que dans nos pays d'Afrique, le taux de bancarisation est très faible, mais avec les nouvelles technologies aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on peut encore augmenter le taux de pénétration des comptes bancaires, le taux de pénétration de l'inclusion financière, je voulais dire. Donc, la banque travaille en sorte de pouvoir atteindre davantage les clients, ceux qui sont en dessous de la pyramide, avec des nouvelles applications, des applications qui font que le client qui n'a pas Internet aujourd'hui puisse avoir accès à la banque. Nous travaillons dans ce sens-là et aussi avec les opérateurs télécoms. Ça, c'est vraiment l'élément important aussi, les opérateurs télécoms qui ont un taux de pénétration des comptes monnaie électronique très élevé par rapport aux banques. Nous allons davantage atteindre ces populations et changer leur mode de vie. Merci. Pour résumer, merci Blaise. Pour résumer, votre banque, elle resterait centrale dans la relation client, mais en utilisant les meilleures compétences de ses partenaires, à savoir les opérateurs télécoms, à savoir les fintech et d'autres organismes qui pourraient vous aider dans cette amélioration. Tels que les microfinances aussi, parce que nous avons les microfinances qui sont aussi implantées dans les zones reculées. Avec les microfinances aussi, nous élargissons en fait notre footprint au niveau de la région, au niveau du pays. Donc, c'est de cette façon-là que nous travaillons avec les fintech et les microfinances. D'accord, merci. Merci beaucoup, Blaise. Alors, Arnaud, exactement le même exercice. Si vous pouviez nous expliquer un petit peu quelles sont les meilleures pratiques pour devenir la banque préférée de ses clients et puis également une vision prospective à quelques années. OK, merci Jean-Noël. Alors, pour devenir la banque préférée justement de la clientèle, ce que nous pouvons dire en fait à ce niveau, c'est que la banque doit simplement comprendre et ne pas perdre de vue surtout que, avant tout, elle est une institution financière, avant tout, elle propose des services bancaires, mais qu'elle doit aujourd'hui essayer donc d'avoir un équilibre en fait j'ai envie de dire ici, de son marketing mix, afin donc de pouvoir proposer le bon produit, donc le bon prix, donc la promotion et la distribution, en exploitant, j'ai envie de dire ici, tout ce qu'il y a comme aujourd'hui disponibilité donc technologique qui existe. Voilà. Donc, pour la vision, nous, au Burkina, par exemple, nous ambitionnons en tout cas d'être en fait la banque connectée, d'accord? Donc, c'est une vision ambitieuse en fait, compte tenu de toutes ces contraintes, toutes ces difficultés qu'on connaît. Donc, c'est de permettre en tout cas que nos clients, dans les années à venir, puissent être le plus connectés possible.
Donc, au passage, en fait, nous avons un positionnement en fait, de banque populaire, en fait. Donc, une banque qui a beaucoup donc, de clients donc, particuliers, ce qui veut dire qu'ils sont un peu partout en fait, sur le territoire. Et l'objectif, en tout cas, c'est de les toucher. Vu que nous n'avons pas les moyens forcément donc d'avoir en fait des agences et tout dans n'importe quelle position du pays, nous n'avons pas le choix que de passer en fait par tout ce qui est disponible en fait en termes de technologie. Ça sera en fait des développements personnels propres à nous. Ça sera également donc des partenariats avec des acteurs. Donc mon prédécesseur vient de le dire en fait, les télécoms ou bien les fintech. Voilà, pour pouvoir en tout cas nous accompagner en fait dans ce challenge d'être une banque connectée. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour votre commentaire. Alors Kunti, pareil, même exercice si vous le voulez bien. Un petit peu, ce qui a été bien dans votre explication, c'est qu'on a compris comment votre banque avait su réagir dans un contexte Covid-19 particulier, hein, en essayant d'aider au maximum des entités, des personnes et puis des entités juridiques. Vous avez mentionné des TPE et des SME, des petites entreprises. Peut-être nous expliquer, selon vous, à nouveau, comment devenir la banque préférée de ses clients et puis quel pourrait être votre positionnement dans les 3 à 5 ans à venir. Alors, justement, par rapport à devenir la banque, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour devenir la banque préférée. Mais l'objectif est de rester connecté à cette clientèle, collecter le feedback. Ce besoin va être en constant changement parce qu'aujourd'hui, la population marocaine, un tiers de la population, ou plus d'un tiers, est âgée de moins de 20 ans. En Afrique, on est à 50% âgés de moins de 20 ans, de 20 ans ou moins. Donc, ces clients, les clients de demain ne sont pas encore clients aujourd'hui. Du coup, notre façon de faire aujourd'hui va peut-être être amenée à changer. Donc, d'où l'importance d'être constamment connecté, d'être constamment customer-centric. Nous sommes aujourd'hui un groupe présent dans plus de 18 pays en Afrique et nous avons une grande richesse. Tout le groupe se transforme via différents pays. Une grande richesse et un grand intérêt à partager. Nous partageons entre nous. Tout à l'heure, l'exemple a été cité de l'application de gestion de la file d'attente. Il y a un exemple où un pays africain, donc la Banque Atlantique, a mis en place des choses et nous avons eu beaucoup à apprendre d'eux. Donc, toujours pour rester dans cet esprit de customer centricity, c'est la clé. Puis la personnalisation, ça a été dit et redit, orienter client, orienter besoin du client plutôt que produit, afin de mieux les servir sur les différents parcours. Alors merci Kunti. Moi j'ai perdu juste la fin de votre. J'ai compris le sens de votre phrase. Hein. J'ai juste perdu la fin de votre mot, mais je pense que c'était clair pour tout le monde. Alors Amen, vous êtes le dernier. Vous avez un rôle particulier. Puis j'aimerais mentionner, juste avant que vous fassiez votre conclusion, un commentaire de Mahamadi Rwamba, hein, qui fait référence au data center OVH qui a brûlé hier soir sur Strasbourg. En fait, il y a peut-être une ouverture après ce débat qui pourrait être quel type d'indépendance technologique ou quel pourrait être le positionnement des banques via leurs partenaires technologiques pour essayer de ne pas avoir à faire face à des problèmes liés à la technologie elle-même et donc de perdre le pied. Mais je ne veux pas vous, Amen, je veux pas vous compliquer la tâche. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une synthèse d'un point de vue plateforme, hein, de comment une banque pourrait utiliser une plateforme afin de devenir la banque préférée de ses clients. Et puis peut-être ce que vous ressentez, parce que souvent quand on est dans la partie digitale, dans la partie techno, on a des demandes clients qui anticipent peut-être les futurs usages. Alors peut-être si vous nous pouviez partager quelques-unes de ces sans trahir de secrets industriels. Tout à fait, merci Jean-Louis. En fait, par rapport à ma conclusion, donc je rejoins les différents panélistes. Donc principalement, c'est répondre aux attentes des clients. Comment répondre aux attentes clients en tant que partenaire technologique en mettant en place une plateforme qui connecte le client avec l'employé pour un service vraiment très rapide. Depuis l'entrée en relation du client, donc tout à l'heure on a parlé aussi, Elie a parlé de la rapidité, c'est un point qui est très très important parce que le client
il demande une expérience rapide et sans friction. Donc, en tant que partenaire technologique, la plateforme peut vous aider à réduire le temps de traitement des demandes de clients. Elle pourrait vous aider les banques ou bien aider les banques à réduire aussi le nombre d'étapes pour pouvoir, par exemple, entrer en relation et ouvrir un compte. Et il y a des exemples. Donc, si je cite quelques exemples de banques dans la région qui ont réussi à diminuer la durée d'entrée en relation de 180 minutes à 5,7 minutes. Ils ont réduit leur étape pour l'entrée en relation client à peu près 56 étapes à 24 étapes. Et ils étaient prêts à ouvrir, ils sont capables plutôt à ouvrir les comptes d'une manière instantanée. Donc, cela est très important pour la banque parce que cela, il va augmenter le taux de conversion et il va diminuer le taux d'abandon. Là, les analystes, ils parlent d'un taux d'abandon chez les banques de 85%. Hein, donc, 85% des clients qui essayent d'entrer en contact ou d'entrer en relation avec les banques peuvent abandonner juste parce que le process il est lent ou bien parce que le nombre d'étapes il est assez énorme et parce que l'expérience client n'est pas intuitive. Donc, ça, c'est un point qui est très, très important et ça, c'est le rôle d'un partenaire technologique dans l'assistance de la banque à mettre cela. Donc, ça, c'est un point. Deuxième point qui est très important pour moi, c'est avoir tout ça va permettre le banque de pouvoir augmenter sa part de marché. Okay? Et par le biais de la digitalisation des différents process au niveau de la banque, par le biais aussi d'un service bancaire digital à travers les différents canaux pour le client, ça va aussi diminuer les coûts opérationnels pour la banque. Donc, ce mix, augmentation des revenus par la part de marché, diminution des coûts opérationnels, ça va donner un meilleur retour sur investissement pour la banque. L'autre point, c'est, je vais réitérer la partie fast to market. Donc, il faut que la banque vraiment pense MVP. Donc, il faut que la banque soit agile et pense MVP. Ils doivent prendre en considération tout ce qui existe en out of the box au niveau de la plateforme. Commencer avec cela, mais vous aurez la flexibilité de pouvoir faire des extensions et faire des bulles sur les standards ouverts. Voilà, donc un dernier mot par rapport à ça, c'est la dépendance technologique. Et ça, c'est le rôle des plateformes, en fait. Parce que là, quand on parle de plateforme, on ne parle pas d'une application ou bien d'une solution, mais c'est une plateforme qui pourra être, qui en fait, qui rejoint le fast to market pour l'accelerated build, ce qu'on appelle, donc la construction accélérée. Donc, il y a tout ce qui existe au niveau de la plateforme pour pouvoir aller sur le marché très rapidement, mais vous avez la possibilité de faire des extensions pour d'autres fintechs, avec d'autres fintechs, créer des microservices, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser la plateforme comme étant un support technologique pour faire vos constructions qui sont accélérées. Vous n'êtes pas en train de réinventer la roue. Vous avez la structure, le socle, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir personnaliser vos produits et services. Juste le dernier mot, probablement, il y avait la question sur les non-voyants. Probablement, c'est une technologie qui pourrait être ajoutée dans le futur par le biais des technologies telles que Siri, telles que Alexa, etc. Donc, c'est un compagnon, c'est un assistant vocal qui pourrait assister probablement les personnes non-voyantes. Alors, merci Amen, hein, merci à tous. Alors, moi je vais partager avec vous ce que j'ai retenu de cette discussion. J'ai retenu 6 points. Le premier, comment devenir la banque préférée de ses clients? Il faut être agile, il faut être rapide, il faut une solution simple et il faut toujours anticiper la demande. 2, on a parlé d'ultra-personnalisation et d'analyse data. Il faut être en constante analyse des données pour permettre de pousser des solutions à nos clients. Un point extrêmement important que vous avez mentionné, qui est customer-centric. On est passé d'une approche product-centric à customer-centric.
Le client devient maintenant acteur, c'est plus la banque, plus le client qui est au service de la banque, c'est la banque qui est au service du client. Troisième point, c'est ne pas exclure certaines populations. On a eu des remarques sur des accès à la technologie, où là, vous venez de le mentionner, Amen, sur les non-voyants. 4, toujours garder le contact avec son client. C'est un risque extrêmement important avec la poussée des néobanques et des fintechs, on l'a mentionné. Il ne faut pas que la banque, comme je l'ai dit à un moment, devienne une sorte de core system. Il faut qu'elle garde un pied avec son client et pas le perdre au profit de sociétés qui sont extrêmement innovantes en termes de user experience. Vous l'avez mentionné, Amen et Kunti, sur Uber Eats ou Netflix. 5, vous l'avez rementionné, Amen, avoir une stratégie digitale à long terme, couplée à une vision de MVP. On le dit, et Israël, je sais, est une terre extrêmement propice à ça pour les startups. Il faut faire du pilote, lancer des MVP, avoir plein d'échecs, mais aussi plein de réussites. Attendre qu'un produit soit fini, c'est rarement la meilleure solution. Et enfin, le dernier point, puisque j'ai vu que c'était quand même récurrent dans les questions, l'humain reste clé pour permettre à la banque de rester la préférée de ses clients. Il y aura toujours, enfin pour l'instant on l'imagine, on aura toujours une interaction humaine au final pour des besoins particuliers. Alors voilà, je voudrais vous remercier tous, les excellents intervenants qu'on a eu aujourd'hui, Monsieur Kunti Menjra, Monsieur Arnaud Pascal Tougma, Monsieur Blaise Mouba, Monsieur Eli Risk et Monsieur Emen Daoud. Merci à tous, merci pour votre collaboration, merci à notre audience très nombreuse. Je vous remercie pour cette première édition de Africa Banking Forum Live, que vous pouvez retrouver en live sur les réseaux sociaux. Suivez-nous et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Jean-Noël. Au revoir. Merci. Merci, au revoir, merci. Merci. Merci à tous. Merci à vous, au revoir. Merci. Et alors, moi, je tiens à remercier nos chers intervenants pour leur brillante contribution qui ont enrichi le débat. Merci à l'ensemble des participants de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous physiquement à Douala les 3 et 4 juin prochains pour la 12e édition de l'Africa Banking Forum. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.